Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir m'entretenir avec Leïla Chawachi, le docteur Leïla Chawachi. Ça faisait longtemps qu'on se disait avec Leïla, puisqu'on collabore depuis presque plus de 3 ans maintenant, qu'on tenait à faire cette vidéo pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet de la prise en charge médicale des victimes de soumission chimique. Donc je suis hyper contente que tu aies dégagé du temps parce que je sais que tu es très prise, Leïla. Merci. Je pense que c'est important qu'on puisse, dresser un peu l'espèce de panorama pour les victimes, de soumission chimique et pour leur entourage aussi, sur ce que signifie en fait le fléau de la soumission chimique en France et en quoi on peut dire que c'est un vrai enjeu de santé publique, selon toi? Alors, c'est un enjeu de santé publique, d'abord et avant tout parce que ça touche la santé. On a beaucoup parlé de l'usage criminel des drogues et de façon générale des violences sexistes et sexuelles comme un enjeu sociétal, il l'est, mais c'est aussi un enjeu de santé. Je dis ça beaucoup parce qu'on peut entendre à répétition que des analyses coûtent cher. Mmh, Par exemple, je pense que c'est important de rappeler que ce qui coûte cher, ce sont les violences, mmh. que les violences, elles ont un impact majeur sur la santé physique, sur la santé mentale. Ça a des répercussions socio-professionnelles, ça a des répercussions économiques. Donc, non, ça coûte de l'argent, les violences, et la santé, c'est un investissement. Mmh. Donc, c'est important de le redire à chaque fois. Les victimes, effectivement, peuvent avoir des complications aiguës ou chroniques. Donc, ça va être des nausées, des vomissements, des chutes, des traumatismes. Quand on ne sait pas qu'on a été drogué à son insu, on peut avoir des accidents de la voie publique. Et après, tout ce qui va être attrait, tout ce qui va avoir attrait au psychotraumatisme, donc Mmh. la dépression, les mutilations, les suicides, puisque malheureusement on en enregistre, et puis des cas d'overdose, puisque quand on se trompe dans le Mmh. dosage, on peut aussi y laisser la vie. Souvent, on nous pose la question, moi, on vient souvent me poser la question: «Est-ce qu'il existe des profils types de victimes de soumission chimique?» Alors, Est-ce que toi, tu notes ça? Parce que je rappelle quand même que tu es celle qui, est mandatée tous les ans par l'ANSM, l'Agence nationale, de santé et de sécurité du médicament et qui prépare le rapport et qui recense l'intégralité des cas de soumission chimique qui est en fait, à la base, collectés via les dépôts de plainte. Donc c'est une partie infime, ça, c'est ce on s'évertue à dire depuis déjà plus de 3 ans, mais est-ce que tu peux nous dresser un état des lieux, des victimes? Elles ont quel âge? Ça se passe où? Quand? Comment? Voilà. Est-ce que tu tout peux à nous en fait. dire plus? Alors, tu l'as largement souligné quand on dans des différentes communications presse, mais c'est important de comprendre qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur, la soumission chimique de façon générale, aussi bien sur le profil des victimes, sur le profil des agresseurs, sur les lieux où opèrent ces violences, Mmh, sur les substances qu'on utilise. Enfin, des les idées reçues sont extrêmement nombreuses. mmh, Et pourquoi est-ce qu'elles sont gênantes, ces idées reçues? Parce qu'elles sont partielles et partiales, et étant partielles et partiales, elles ne permettent pas une prévention inclusive pour l'ensemble des victimes. Et puis ces idées, en fait, elles sont délétères à la prise en charge. Donc je reviens déjà sur le profil des victimes. Les victimes, les femmes sont représentées de façon disproportionnée. Elles sont à 80 les victimes qu'on recense dans notre enquête. En revanche, les femmes ne sont pas les seules victimes. Les hommes sont également victimes de soumission chimique, les personnes transgenres, qu'il s'agisse d'hommes assimilés femmes à la naissance ou de femmes assimilées hommes à la naissance. C'est important de le dire et de le répéter. bien sûr. Femmes, hommes et personnes transgenres sont tous exposés au premier niveau aux violences sexuelles. On le dit pas assez. Il y a pas si longtemps, on a eu l'affaire Le Squarneck, et je pense qu'elle est révélatrice. Absolument. Tu vois bien que dans la liste des victimes, on a beaucoup de petits garçons. Donc il va falloir protéger aussi nos petits garçons. Donc c'est important de le redire, les violences sexuelles concernent tout le monde. Et c'est important de dire qu'elles concernent tous les genres, toutes les orientations Mmh, sexuelles, mmh. mais c'est important aussi de dire qu'elles concernent tous les âges. Ces violences de façon générale, pas uniquement les violences sexuelles, en tout cas ce mode opératoire. La majorité des cas sont entre 20 et 29 ans dans nos données, mais la plus jeune de nos victimes a 9 mois et la dernière a 90 ans. Donc c'est important Mmh, de dire que ça concerne absolument tout le monde. mmh. C'est aussi vrai et il faut se le représenter sur le profil des agresseurs, qu'on a tendance à imaginer que l'agresseur, c'est toujours ce mâle solitaire, à la quête d'une proie facile dans une ruelle sombre, et puis après on va charger la victime de toutes nos représentations, imprudentes, ayant consommé un peu d'alcool, n'ayant pas respecté les règles élémentaires, de la prudence qu'on nous a appris quand on était enfant, ne pas parler aux inconnus, surveiller son verre. Donc c'est beaucoup de stigmatisation en réalité, beaucoup de poids qu'on met sur les épaules des victimes. Les agresseurs, dans la majorité des cas, sont des hommes effectivement,
Les femmes peuvent être également agresseurs de façon beaucoup, beaucoup moins présente, évidemment, pas forcément pour les mêmes faits. Mmh. Donc, les viols sont beaucoup retrouvés chez les auteurs hommes. Et puis, on retrouve par ailleurs chez les femmes les vols, les infanticides. Donc, encore une fois, les agresseurs sont de tout genre. Mais ce qui est important surtout à retenir, c'est que les agresseurs sont souvent connus des victimes. Ils sont connus des victimes parce que la soumission chimique, et je le répéterai jamais assez, c'est d'abord et avant tout une histoire d'une confiance trahie. Voilà. Ça, il faut le dire, il faut le redire 100 fois. Ce n'est pas une affaire de prudence, c'est une affaire d'une confiance trahie. Mmh. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas bien déconstruit, ça n'est jamais assez clair dans les esprits. Je veux le déconstruire de deux façons, parce que je ne veux surtout pas qu'on s'arrête uniquement à la personne qu'on connaît. Mmh. Il y a celle qu'on connaît, il y a celle dont on est proche, et puis il y a celle qu'on ne connaît pas et à qui on fait confiance. Naturellement confiance. Parce que c'est normal de faire confiance aux inconnus. Ça s'arrête à je sais pas quel âge, mais à l'enfance, d'arrêter de parler aux inconnus. Je parle tous les jours aux inconnus. Je parle beaucoup plus aux inconnus qu'à des gens connus. J'ai confiance dans l'inconnu. C'est important de le dire parce que du coup, on entretient encore cette idée. Très important que tu le dises. D'ailleurs, on le voit bien là, dans la dernière affaire qui vient de sortir, qui À s'est Montpellier. déroulée dans l'Hérault. C'était un inconnu dans le sens où c'était le paysagiste qui venait entretenir les jardins de ses propriétés et en l'occurrence, bien, il œuvrait, à domicile Et on fait confiance à son et on paysagiste. fait confiance à Et son c'est pour ça paysagiste. que j'insiste sur ce point. Nous, les agresseurs inconnus qu'on retrouve, je vais exprès multiplier les cas pour ne stigmatiser personne, parce que les agresseurs peuvent être partout. On vient de le voir actuellement avec un médecin chirurgien, donc ça peut être n'importe qui. Mais effectivement, l'inconnu, ça peut être ce médecin chirurgien, ça peut être justement le serveur qui vous sert, le patron du bar qui vous prend en sympathie, l'hébergeur qui vous accueille, le caviste qui vous fait goûter son vin, le paysagiste qui intervient à domicile, la nourrice, la personne qui enfin peu importe, le prof de guitare, enfin on peut décupler à l'infini, mais c'est quelqu'un en qui on a confiance. Mmh. Voilà, donc c'est important de le redire à chaque Il y fois. a autre chose qui est important, c'est que, en fait, on a du mal à identifier les cas. Alors, les victimes souvent s'ignorent, parfois elles ne s'ignorent pas, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a à ce point du mal à identifier et à accompagner ces cas de soumission chimique? Le premier point qui est important à soulever, c'est qu'il y a une victime sur deux qui a une amnésie des faits. Donc, il y a des victimes qui s'ignorent totalement, et ça existe évidemment. Dans la majorité des cas, la victime a quand même des signes qui l'alertent. Et c'est important de le dire pour justement, toi qui fais un travail sur la sensibilisation, c'est important de savoir qu'est-ce qui va alerter, qu'est-ce qui va permettre de. Tu as fait une campagne pour dire qu'il faut écouter ses doutes. Mmh. Et donc, de la même façon, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui peuvent nous alerter. Je vais donner des exemples concrets pour Mmh. que tu les représentes. Quand je dis qu'il y a une victime sur deux qui a une amnésie, tu as soit le blackout total, c'est le fameux trou noir, je me souviens de rien, soit tu as des amnésies partielles, des flashs qui reviennent, un puzzle qu'on a du mal à reconstituer, mais on a quand même des bribes de souvenirs de ce qui s'est passé. Et même quand on a complètement oublié, dans certaines situations, on a des signes qui nous indiquent qu'il y a de la violence ou quelque chose qui s'est passé. Je reprends toujours l'exemple de la jeune fille qui se réveille nue dans la rue sans souvenir. Elle est très courante, cette Ouais. situation. Elle n'a pas de souvenir. Et pour autant, elle a bien le doute que quelque chose d'anormal s'est passé. Donc, ne pas avoir de souvenir ne signifie pas forcément qu'on n'a pas des moyens d'être alerté, quelque chose d'anormal s'est passé. Je n'ai rien à faire nue dans la rue. Et comme je n'ai pas de souvenir, je suis en droit de suspecter une soumission chimique. Après, l'analyse toxicologique dira si oui, on m'a administré une substance, ou Mmh. si c'était l'effet de l'alcool, si par Mmh. exemple ce soir-là j'ai consommé de l'alcool, sachant que je le rappelle ici, c'est tout aussi grave de violer une femme alcoolisée. C'est même un facteur aggravant au regard de la loi. C'est pour ça qu'on parle, nous, d'agression facilitée par les substances de façon Exactement. générale. Et donc oui, on a du mal à les chiffrer, ces cas, pour plein de raisons. La première, c'est qu'actuellement, en France, j'espère que ça va changer, mais actuellement, l'analyse toxicologique, elle est conditionnée au dépôt de plainte. Or, on le sait, la plupart des victimes, notamment de violences sexistes et sexuelles, ne déposent pas plainte. Elles ne déposent pas plainte pour plein de raisons. C'est important de le redire aussi, parce qu'on a tendance à dire elles ont peur de ne pas être crues par la police et on s'arrête là. C'est une manière aussi de se défausser, souvent Mmh. de son propre reflet. Les victimes, elles ont peur de ne pas être crues par tout le monde. C'est ça. Elles ont peur de ne pas être crues par la police, certes, mais elles ont peur aussi de ne pas être crues par l'entourage, Par leur par entourage leur proche. famille, par leur. Exactement. Mmh. C'est un contexte général. Elles ne sont pas dupes des répercussions professionnelles qu'elles peuvent avoir, sociales. Elles savent que c'est elles qui trinquent. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon régulière, la peur de la machine judiciaire qu'on peut retrouver. Au-delà de ça, il y a ce sentiment de culpabilité qui est Mmh. inhérent à toutes les victimes. On a beau répéter systématiquement qu'elles ne sont responsables de rien, on le répétera jamais assez. Le coupable, c'est celui qui enfreint la loi. Le coupable, c'est celui qui vole, qui enlève, qui séquestre, qui frappe.
casse et qui brise la vie des autres. Donc, mais effectivement, elles sont porteuses de cette culpabilité de façon régulière qui les empêche à demander de l'aide. Et cette culpabilité est renforcée, c'est pour ça que j'insiste sur les agressions facilitées par les substances, si elles-mêmes ont consommé de l'alcool ou d'autres substances, elles n'osent pas aller voir la police pour dire bah, ce soir-là, j'ai pris un rail de cocaïne, j'ai peut-être pris un cacheton d'ecstasy, et en fait, on m'a agressé, mais je suis quand même certaine qu'on m'a mis Oui. quelque chose dans mon verre. Mmh. Ça, ce sont des freins, et tu rajoutes à ça effectivement l'amnésie. Si en plus mon récit n'est pas très clair, si elle nous dit souvent cette phrase, si moi-même je ne sais pas ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que vous voulez que je dise aux enquêteurs? Je suis, je cite, la pire des victimes, celle qui ne peut pas aider à l'enquête, celle qui ne pourra pas faire face à la confrontation avec l'agresseur. Il Et a, je ne serais il, pas crédible. il a mon histoire, je ne l'ai pas, et je ne sais pas comment me défendre face à lui et comment même me sentir légitime face à lui puisque je n'ai pas souvenir de ce qui s'est passé. Et une fois que tout ça, tu l'as en tête, maintenant on va imaginer la victime qui a franchi tout ce saut d'obstacles pour arriver au dépôt de plainte. À quelle rapidité est-ce qu'elle est arrivée? La victime, en général, elle a besoin du temps de se remettre, de conscientiser son statut de victime. La temporalité de la victime n'est pas celle de la cinétique des produits. Et donc, si elle arrive rapidement, on lui fait les analyses toxicologiques, de sang et d'urine, etc. Si elle n'arrive pas rapidement, il va y avoir un problème potentiellement parce que les analyses de cheveux ne sont pas systématiquement réalisées. Et après, quand bien même elles auraient été prélevées, combien d'enquêtes ne seront pas classées sans suite? Et en fait, tu vas par effet d'entonnoir, à la fin, tu as parlé du sommet de l'iceberg, tu es gentil. Le sommet du sommet du sommet de C'est l'iceberg. ça, on est d'accord. Est-ce que tu peux juste nous donner un échantillon des symptômes qui doivent nous alerter, nous, les victimes potentielles Mm. ou avérées? La première chose qu'il faut avoir en mémoire, c'est qu'ils ne sont pas spécifiques. Tout nausée, vomissement ne signe pas une soumission chimique. Tout vertige ne signe pas une soumission chimique. En revanche, il y a des signes qui sont ce qu'on appelle évocateurs, qui vont alerter, le Ouais. fameux écouter ses doutes que tu dis souvent. Donc ça va être quoi? C'est j'ai une amnésie, j'ai un trou de mémoire, total ou partiel. J'ai des troubles du comportement, j'ai eu un comportement étrange, je me reconnais pas, c'est pas dans ma nature de faire telle et telle chose, de dire telle ou telle chose, de me comporter de cette façon-là. J'ai des troubles neurologiques, des vertiges, des somnolences, jusqu'au stade de coma, des troubles de la vigilance. Je peux avoir des nausées, des vomissements en présence de faits criminels ou délictuels possibles. C'est ces deux Mmh. combos réunis. Mmh. Donc, c'est la fameuse je me réveille nue dans la rue sans souvenir, mais après on a d'autres situations. Je me réveille chez moi, la porte est ouverte, mon appartement est saccagé, j'ai aucun souvenir, je découvre des préservatifs usagés, il y a des mégots de clopes dans mon appartement, j'ai reçu personne et je ne suis pas fumeuse, etc. etc. Il y a des signes comme ça qui peuvent alerter. Et après, pour ne pas parler que d'amnésie, parce qu'encore une fois, toutes les victimes n'ont pas d'une Mmh. amnésie des faits, ça peut être j'avais un comportement bizarre, j'étais ce qu'on appelle suggestible, je répondais un peu automatiquement comme un robot à des ordres qu'on me donnait. Je me vois signer un contrat auquel je me suis toujours opposée. Une personne qui a un doute, quels sont les bons réflexes à avoir, quel que soit, le délai de la prise de conscience, tu vois? Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que les gens doivent garder en tête? J'ai un doute, je fais quoi? Ça dépend à quel niveau tu te positionnes. Est-ce que j'ai un doute au moment des faits? Je viens de boire mon verre et puis je me sens pas bien. Ou alors est-ce que malheureusement j'ai pas été en mesure de me protéger et puis j'ai un doute d'avoir été agressée après les faits? Dans tous les cas, le schéma sera le même, mais dans un cas, on va essayer déjà d'échapper au Ouais. piège qui se referme. Ouais. La première règle, c'est ce que tu dis à chaque fois dans tes passages presse, hein, c'est il faut écouter ses doutes. On connaît son corps, on sait comment on réagit, etc. Il faut s'entendre, entendre, se faire confiance. Je préfère qu'on se trompe C'est ça. plutôt que de ne pas être à l'écoute de ce qu'on ressent. Si on se sent pas bien, si on se sent en insécurité, de toute façon, les fameux signes dont je parlais tout à l'heure, je commence à avoir des bouffées de chaleur, des palpitations, des symptômes que je n'apparente pas du tout à une alcoolisation, etc., et que j'arrive à les identifier comme tels. Dans ce cas-là, il faut avoir la réaction de protection première, lutter contre cet instinct qu'on a tous de s'isoler quand on va mal. Quand on va mal, on a la nausée, on va aller aux toilettes tout seul, on veut vomir. Il faut surtout pas s'isoler. Surtout pas s'isoler. Il faut surtout demander de l'aide. Alors, c'est beaucoup plus facile dans l'espace festif, je te l'accorde, parce que là, il y a des bienveilleurs et des bienveilleuses. Maintenant, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place, en fait, avec des labels qualité qui sont donnés aux établissements pour intervenir. Il y a on peut demander de l'aide à des personnes autour de nous, à la sécurité, etc. L'essentiel, c'est de se manifester, de dire qu'on va mal. Et maintenant, par exemple, dans les établissements festifs, il y a des safe zones qui peuvent être organisées aussi, où on peut justement être pris en charge et être accompagné. Alors, dans ce cas-là, c'est très précieux parce que l'important, c'est que quand on vous administre une substance, en général, c'est pour commettre un crime ou un délit derrière. Donc, à défaut d'avoir empêché l'administration de la substance, il faut absolument
faire barrage au crime ou au délit qui est intenté. Donc on réagit, on met la personne en lieu sûr, on s'assure qu'elle va bien. Évidemment, si on perd le contact et que la personne tombe dans le coma, il faut absolument appeler le SAMU. Mais je vais dire, on fait de la réassurance et surtout, on la quitte pas des yeux, on reste avec elle et on s'assure qu'elle va bien jusqu'au bout. Alors c'est vrai pour une personne qui soupçonne d'avoir été droguée à son insu, mais finalement c'est vrai pour n'importe quelle personne en état de vulnérabilité, ce que je vous dis là. Mmh. C'est que c'est pareil. Donc si j'ai une femme qui est ivre et qui ne tient plus sur ses jambes et qui va mal, je dois prendre conscience que les agressions facilitées par les substances sont possibles et que je dois porter assistance à toute personne en état de vulnérabilité. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas grave si on se trompe, Ouais, il vaut mieux se il faut tromper. agir de toute façon pour mettre à l'abri la personne. Si c'est le lendemain, on n'a pas pu, parce qu'il ne faut surtout pas culpabiliser les victimes qui n'ont pas été en capacité d'agir à ce moment-là. On peut ne pas avoir la capacité parce qu'on n'a pas décelé, c'est normal, c'est un piège. On vous donne Mmh. une substance inodore, incolore, insipide, soluble dans l'eau, etc., dont parfois les effets ressemblent à ceux de l'alcool, dont parfois les effets, quand ils se manifestent, bah, c'est trop tard, on n'a plus le contrôle de son corps, on n'a plus la possibilité. Il y a tous les effets aussi que tu connais par cœur de sidération. On n'est pas toutes capables tout de suite comme ça de réagir de façon virulente et de s'extraire du piège. Donc, il faut surtout pas culpabiliser celles qui n'ont pas pu. Dans ce cas-là, il faut être en alerte des signes. On écoute ses doutes. C'est pas normal ce qui s'est passé. Je sais à quoi je consens, à quoi je ne consens pas. Je sais que là, j'étais pas dans mon Je état me normal. connais. Je me connais. Je dépose plainte le plus rapidement possible. Ça, c'est une vraie question. Pour celles et ceux, hein, qui se sentent pas d'aller porter plainte, quels sont les recours possibles? Alors, c'est toute la difficulté actuellement en France. Le circuit qui est organisé sur le territoire national actuellement, donc c'est celui de la plainte. Donc, quand on dépose plainte, pour l'expliquer rapidement, on est orienté aux unités médico-judiciaires. Là, on va voir un médecin légiste qui va pouvoir faire des prélèvements conservatoires, donc de sang, d'urine, si on est dans les délais impartis. On va faire aussi des prélèvements selon le récit des victimes, Mmh. donc d'ADN, de spermatozoïdes, etc. Parce qu'il n'y a pas que l'administration de la substance, on va pouvoir constater les lésions. Et puis surtout, il y a un tic-tac qui est extrêmement important à considérer parce que celui-là, on n'a pas besoin de déposer plainte. Il faut absolument se prémunir contre les risques de grossesse non désirée, les risques de contamination infectieuse. Je reprends toujours cette jeune fille qui se réveille nue dans la rue sans souvenir. Elle sait que quelque chose s'est passé. Ce qu'elle ne sait pas, c'est combien ils étaient, si le rapport était protégé, non protégé, et quel était le statut sérologique des personnes qui l'ont agressée. Mmh mh. Donc ça, il faut pouvoir réagir extrêmement rapidement. En dehors du circuit de plainte, il y a une hétérogénéité territoriale extrême. Donc, on ne peut pas donner une ligne de conduite, proprement parler, par territoire. Il y a des endroits où il y a des unités médico-judiciaires hors réquisition, donc qui permettent d'avoir un accès donc à des conservations de preuves en dehors de circuits de plainte et sans réquisition. Elles sont très rares, elles sont Elles sur sont le très rares, territoire. mais ça, Elles restent c'est ce que pas j'allais suffisamment, en c'est tout ça. cas, déployées et pas suffisamment dotées aussi, il faut le dire, donc pour pouvoir accueillir du public en nombre. Donc il y a les maisons des femmes qui sont formidables, mais pareil, elles ne couvrent pas encore L'intégralité l'ensemble du du territoire. territoire national. Donc la réaction la plus sage à avoir à ce moment-là, quand on veut un conseil personnalisé, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a créé le CRAFS, C'est ce que j'ai on aura on allait l'occasion d'en dire. parler. Le plus simple, c'est d'appeler le centre de référence sur les agressions facilitées par Voilà. les substances pour savoir quelle est la marche à suivre dans son cas particulier. Alors justement, toi, tu as fondé le CRAF, qui est le centre de référence, des agressions facilitées par les substances, dont, nous sommes proches puisqu'on collabore ensemble depuis toujours, mais tu l'as fondé à l'automne dernier. Est-ce que tu peux nous expliquer la raison d'être et l'importance de ces structures? L'idée de mettre en place cette plateforme, elle a démarré en automne 2021, quand il y a eu la libération de la parole dans la sphère festive, le fameux balance ton bar, Mmh. le hashtag #MeTooGHB. Pourquoi? Parce que quand cette libération de la parole a eu lieu, il y a eu une augmentation des signalements. Notre rapport entre 2021 et 2022, les signalements ont augmenté de 69%. Donc on voit tout de suite l'effet de cette libération de la parole, d'abord dans la sphère festive. Cette libération de la parole, elle s'est accompagnée, elle a été formidable. Donc je salue bien sûr l'ensemble de la société civile et donc dont tu fais partie d'ailleurs qui a permis justement cette prise de conscience collective. Mais on a vu circuler pendant cette phase de libération de la parole un nombre incalculable d'idées reçues. Mmh, ouais. Des idées reçues extrêmement délétères, sur le profil des victimes, sur le profil des agresseurs, sur les lieux de commission des faits, sur le type de substance qu'on peut utiliser, et cetera. Et ces idées reçues, il faut bien comprendre qu'elles sont délétères, pas pour le plaisir de les déconstruire. Il faut les déconstruire parce qu'elles nuisent à la prise en charge d'une victime. Si vous pensez qu'une victime, c'est forcément une femme et qu'elle a 20 ans, eh ben vous passez à côté d'une femme septuagénaire. Donc c'est important de considérer que ces idées reçues ne sont pas bonnes pour la prise en charge des victimes. Et elles étaient largement répandues. Mmh. Par exemple, une autre idée reçue, ça ne se passe que dans l'espace festif.
Eh bien, en plein Eh bien Covid, non. si vous dites aux gens, il faut mettre en place des campagnes, on vous dira, mais madame, on a fermé les boîtes de nuit. C'est problématique. Il faut bien comprendre que la soumission chimique, ça s'exerce partout, y compris au domicile, y compris au long cours, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point, c'était les idées reçues qu'il fallait déconstruire. Au même moment, on avait pire que les idées reçues, qui sont elles partielles et partiales, mais j'ai envie de te dire, elles ont un fond de vérité. Mmh. Il y a les fake news. Là, c'est faux. Là, ça n'a aucune valeur scientifique, c'est sorti de nulle part, c'est un apprenti sorcier qui les propose. Et donc, par exemple, on a pu voir circuler des recommandations pour les victimes, comme par exemple que je serais capable à l'œil nu de te dire si on m'a mis quelque chose dans mon verre, sur la base de n'importe quoi, des glaçons qui coulent, des Ouais. couleurs, des choses, alors que je te disais tout à l'heure, il faut pas sous-estimer les agresseurs. L'objectif, c'est de piéger quelqu'un. J'ai envie de te dire, si tu t'en es aperçu, c'est qu'il n'a pas Mmh. réussi son coup. Or, ils réussissent leur coup. Donc, c'est important de se dire, c'est pas à l'œil nu qu'on va savoir si notre verre a été drogué à son insu. Pareil, on a parlé beaucoup des piqûres malveillantes. Et après, on a entendu dans tous les médias qu'on piquait des gens au VIH, etc. Enfin, il y avait des choses qui n'allaient pas du tout Ouais. et qu'il fallait restaurer parce que pendant cette fièvre et médiatique et sociale, il n'y avait pas de plateforme ressources. Parce que quand, à la limite, il y a des fake news en droite et à gauche, mais qu'on peut dire renseignez-vous sur cette plateforme, là, il y a des données fiables, il y a déjà une manière de tempérer. Là, ce n'était pas possible. Donc, on a essayé de compenser par des interventions presse le maximum possible, puisque les médias ont cette vertu, c'est d'apporter justement cette parole qui est rationnelle, qui est avec des données croisées et puis qui permettent justement de revenir aux sources. Donc, on a pu se servir des médias qui ont été formidables pour porter cette parole. Mais on se sentait quand même dépassé, là, sans Ouais. une plateforme ressource. Ça, c'est le premier point. Au-delà maintenant de la notion théorique, les gens sont intéressés théoriquement au sujet. Plus grave, en fait, on a une augmentation de la demande de prise en charge. Et dans cette demande d'augmentation de prise en charge, avec une méconnaissance totale, puisqu'il y a un défaut de formation des professionnels qui est On majeur. est bien d'accord. Donc, une augmentation de demande de prise en charge avec une conduite à tenir qu'on connaît mal sur le territoire national, avec un maillage territorial extrêmement hétérogène. Donc, on n'avait même pas la possibilité de dire une information claire dans la presse en disant allez aux urgences, allez, parce que c'est pas tout à Toutes fait les urgences organisé n'ont pas la pareil. capacité de vous prendre Tout en à fait. charge. C'est Exactement. Donc il y avait ça. Et puis il y avait un vrai défaut de prise en charge des victimes quand elles se manifestaient dans telle ou telle structure, jusqu'aux soins apportés à l'accueil. C'est-à-dire que des victimes peuvent être mal reçues, parce que mal comprises, parce que mal mmh, formées, etc., etc. Sauf que c'est indispensable d'être bien reçu dès le départ, parce que ça va déterminer tout le parcours de la soins suite, derrière. absolument. Si je sors d'un regard froid, qui est celui de mon agresseur, et que le prochain regard froid que je rencontre est celui de mon soignant, c'est fini, hein. Mmh. Donc il faut absolument que tout de suite, le point de chute, il soit extrêmement pertinent. Et donc l'anxiété, elle est générée par quoi? On dit aux gens, faites vite, mais pas dans quelle direction, et pas de boussole. C'est pas fléché. C'est pas fléché. Donc c'était compliqué et on peut pas donner un fléchage simple puisque le maillage est hétérogène. Et pour les dispositifs d'écoute qui existaient, parce qu'on aurait pu aussi reposer sur les dispositifs existants, Comme le centre antifoison, comme aussi le collectif Féministes contre le viol, évidemment, avec le 3919, évidemment, Drogue Info Service, ouais. qui font un formidable travail. Mais on avait en tout cas identifié que la difficulté qu'il y avait, c'est qu'on avait des dispositifs qui étaient très bons dans les drogues elles-mêmes, mais à l'usage volontaire, récréatif, ça n'a rien à voir avec la science forensique, et donc qui n'étaient pas du tout sachants sur les violences. Et de l'autre côté, des structures qui sont extrêmement compétentes sur les violences, mais moins connaisseuses sur l'aspect substance et puis usage Ça criminel. demande une réelle expertise, d'où la Exactement. nécessité de la mise en place de ce centre de référence Tout à fait. que tu pilotes. En 2 mots, les victimes vous appellent, comment ça se passe? Est-ce que tu peux Bien juste, sûr. expliquer Concrètement. concrètement comment ça se déroule? C'est À ça. quoi peuvent s'attendre les victimes en appelant, le CRAF, le numéro de téléphone qui va s'afficher et qu'on partagera, lors de cette vidéo? Mais concrètement, ça se passe comment? Alors concrètement, une victime va nous appeler parce qu'elle a un doute. Elle pense avoir été droguée à son insu. Et donc quand elle va nous appeler, en général, les victimes nous appellent parce qu'elles ont des doutes, parce qu'elles aimeraient savoir si ce qu'elles imaginent peut constituer, ce mode opératoire, et elles ont besoin de savoir si d'autres cas comme les siens ont été déclarés et cetera, si elles voilà, comment ça se Peu importe la date présumée de l'agression. peu importe, nous Voilà. on accueille toutes les victimes, quelle que soit la date. Nous, on prend tous les témoignages pour nos comptes et surtout que pendant les phases de libération de la parole, tu le sais, on a souvent des faits anciens qui ressurgissent, Bien des sûr. personnes qui s'identifient aux gens qui ont, osé porter justement cette parole. Donc les victimes, en général, elles nous appellent soit pour nous partager un témoignage, parce qu'il est ancien, soit parce qu'elles veulent mieux comprendre leurs doutes, lever le doute sur ce qui leur arrive et savoir la marche à suivre. C'est en général pour ça qu'elles nous appellent. Mmh. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déconstruire les idées reçues parce qu'elles sont nombreuses, parce que sinon elles ne peuvent pas être utiles à elles-mêmes Mmh. si justement elle est chargée elle-même de ces idées reçues. Donc ça, c'est le premier point. Ça prend du temps de les déconstruire, on prend tout ce temps-là avec elles. On repositionne systématiquement l'agression au centre
Parce que les victimes ont tendance à nous dire au téléphone: «S'il m'a droguée, c'est de sa faute. Si je me suis droguée ou je me suis alcoolisée, c'est de la mienne». Nous, on Voilà. est là pour dire: «Ce n'est jamais de la vôtre». On n'a pas le droit de violer même sobre. On viole pas, en fait. Donc c'est important de le redire et c'est important de le dire par notre nom propre. C'est la loi qui le dit. Une fois qu'on a repositionné cette agression au centre, c'est ce qui va permettre aussi de déculpabiliser la victime, de l'engager dans une démarche. Cette démarche-là, bien sûr, on applique le principe d'écoute et de non-jugement. On connaît aussi les substances, les usages de substances. On va jamais juger une personne qui consomme des drogues, même illégales. Ce n'est pas notre propos. On est là pour parler des violences. Important ça. C'est important et que d'avoir un interlocuteur bienveillant, anonyme aussi, à qui on va dire des choses qu'on n'ose pas dire à son médecin, parfois qu'on n'ose pas dire à Tout à des fait. personnes qu'on connaît. Et donc c'est important aussi cet anonymat quand on appelle cette ligne d'écoute. Et puis ensuite, avec elle, en fait, on va essayer de revenir sur les événements pour l'orienter au mieux aussi selon, bien sûr, ses besoins. Parce que ce qui est important, c'est que ça soit un conseil qui est fait sur mesure. Mmh. Je te le disais tout à l'heure, la temporalité de la victime n'est pas forcément celle de la cinétique. Donc moi, j'ai beau dire à la victime, La cinétique, pour ceux qui nous écoutent, oui, parce que c'est pas bien forcément sûr. évident, mais La cinétique, en fait, c'est les phases d'élimination du médicament. Et donc, si on vous dit le GHB s'élimine en 12 heures, et ben, si moi je suis pas prête à déposer plainte dans les 12 heures, je me fiche qu'on m'explique que le GHB va s'éliminer. Donc, je ne suis pas capable, je n'arrive pas, je ne veux pas. Je veux réfléchir à mon dépôt de plainte, je veux peut-être m'organiser. mmh, Là, je me sens pas capable. Et si elle ne se sent pas capable, c'est important de respecter cette temporalité, de ne pas infliger une violence à la violence qu'elle subisse déjà. Il faut respecter cette temporalité. Mais il faut trouver, et c'est toute la difficulté, le moyen de ne pas leur faire perdre des chances de révéler les preuves. Et c'est toute la difficulté quand on n'a pas les moyens de faire des recueils de preuves en dehors du dépôt de plainte. Donc nous, ce qu'on fait concrètement, on va l'encourager à déposer plainte dans un premier temps, si la personne le souhaite, parce qu'on parle quand même de faits qui sont criminels mmh, ou délictuels, avec une possibilité de réitération et de faire de nouvelles victimes. Donc notre rôle est tout de même d'encourager cette mmh, mmh, mmh. judiciarisation. En revanche, si la victime ne le souhaite pas, là je parle des victimes majeures évidemment, dans un contexte comme celui-ci, on va l'encourager à déposer plainte à moyen ou à long terme. Et Mmh. ça, on va l'orienter vers les structures qui vont permettre à moyen ou à long terme de l'encourager à déposer plainte. Il y a des associations d'aide aux victimes, il y a des dispositifs qui sont faits et calibrés pour ça. Si elle décide finalement qu'elle souhaite avoir un suivi psychologique, eh ben, on peut l'orienter vers des centres du psychotraumatisme. Compte tenu des délais de ces centres de psychotraumatisme, on a aussi d'autres recours si jamais les rendez-vous sont trop longs. Si jamais elle n'est pas encore capable d'aller voir le psychologue, parce que même voir le psychologue, voir le psychiatre, il faut encore une fois être prêt. S'exposer et Être enfin, en tout prêt à y cas, à aller. parler et voilà. Si elles sont pas là, on va les orienter vers les dispositifs d'écoute qui sont extrêmement précieux et qui sont calibrés comme tels. Mmh. Donc, qui leur permettent aussi, si je prends l'exemple du collectif Féministes contre le viol, qui sont formidables, ben, on peut dire son histoire, répéter son histoire, et en fait, elles ont déjà tout noté, donc elles tiennent un suivi. Et donc, on n'est pas obligé de redire à chaque fois. On s'arrête. Là, on avait fini la dernière fois, on reprend avec un interlocuteur qui connaît notre histoire. C'est extrêmement précieux. Donc, c'est comme ça qu'on s'adapte au fur et à mesure, et surtout, on va essayer de gérer l'urgence sanitaire. Ça. C'est-à-dire que si la personne donc suspecte un viol en l'occurrence, il faut absolument l'orienter vers les dispositifs qui vont l'accompagner également sur le plan sanitaire, c'est-à-dire mettre en place une contraception d'urgence et une prophylaxie notamment anti-VIH et un suivi sérologique. Là, on est vraiment sur le volet, le versant, de la prise en charge médicale, mais il y a tellement d'autres sujets à prendre en compte, notamment le support, judiciaire, comment ça se passe. Là, c'était pas l'objet de cette entrevue, mais si les personnes qui nous écoutent doivent retenir 3 choses, qu'est-ce que tu leur dis? Je peux même tout te résumer en un mot, enfin pas 3 choses, mais en une notion, c'est la vigilance solidaire. Je pense que ça, c'est important de le dire et de le redire à chaque fois. Il ne faut pas que tout soit sur les épaules des victimes qui sont censées se protéger d'eux. On voit de plus en plus maintenant d'outils de Mmh. réduction des risques qui entretiennent l'idée que tout est affaire de prudence. Il faut mettre son vernis anti-viol, son couvercle à verre, etc. Et que ça, je ne dis pas que c'est pas intéressant d'explorer ces pistes, je dis simplement que ça continue à laisser les gens penser que c'est à eux de se protéger, que c'est à eux de faire attention. Et là, on revient dans les mêmes considérations finalement que rentrer pas trop tard le soir, ne pas porter de mini-jupe et éviter de picoler. Ça ne va pas être mon propos ici. Donc, je pense qu'on doit justement continuer à entretenir cette confiance, mais pour qu'on soit en confiance, il faut qu'on ait une vigilance solidaire. C'est un électrochoc collectif qu'il faut avoir. Et donc, il faut absolument être en alerte pour soi et pour les autres. Si une personne est en situation de vulnérabilité, de toute façon, on lui porte assistance.
L'essentiel, c'est on écoute ses doutes, on se prémunit parce qu'on isole la personne du lieu de danger, donc on la protège, on veille sur elle, et puis ensuite on se renseigne pour elle s'il le faut, on l'encourage à le faire pour prendre attache avec le CRAFS immédiatement et mettre en place la conduite à tenir la plus efficace. Alors, Leïla, on a parlé des signes qui doivent alerter, mais il y a aussi d'autres cas de figure, ce qu'on appelle les symptômes au long cours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est une exposition qui va être au long cours chez des victimes qui vont avoir le loup dans la bergerie la plupart du temps. Donc en général, là, on va parler forcément des violences intrafamiliales, Voilà. pas que, mais essentiellement. Et donc là, ça va être des victimes qui vont être exposées de façon répétée à des substances. Nous, ce qu'on voit dans nos données, c'est que ces victimes, elles sont exposées à toute heure de la journée. Donc des fois, c'est vraiment au petit déjeuner, hein. Donc ça démarre très tôt le matin, parfois plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans la semaine, voire au long cours sur plusieurs années. Les risques, quels sont les risques? Alors, les risques sont ceux qu'on a déjà évoqués pour les autres, c'est-à-dire les risques d'overdose, les risques pour la santé de façon générale. Mais surtout, c'est les signes qui sont intéressants à identifier, surtout pour celles qui ne vont pas tout de suite avoir des signes clairs d'une violence subie. Donc, soit parce que le mode opératoire est tellement bien ficelé qu'on n'a pas de signes qui peuvent nous alerter quant à des violences, ou alors parce qu'on a affaire à des enfants battus chimiquement ou des seniors battus chimiquement, c'est-à-dire qu'on les a drogués non pas pour commettre un crime ou un délit derrière, mais pour s'extraire de ses obligations parentales, de ses obligations de soins. Donc en fait, on les frappe pas avec des coups, mais on les assomme avec des médicaments pour ne pas s'en occuper. Ceux-là, ils vont avoir des symptômes récurrents. C'est un symptôme qui revient. J'ai des vertiges, etc. J'ai des nausées, etc. en permanence. Donc je me sens malade, mais de façon répétée. Il n'y a pas de signe spécifique. Donc on peut penser qu'on a un début d'Alzheimer, on peut penser qu'on a des problèmes voilà, de mémoire qui se manifestent, neurologiques, etc. En général, on consulte le médecin, etc. Et donc, ce qu'il faut avoir en mémoire, c'est qu'en général, ces victimes-là, comment est-ce qu'elles sont alertées? Elles vont être alertées par un rituel. Parce qu'il y a un agresseur qui commet des faits. Mmh. Donc, ça va être toujours en présence de cette personne. Et puis après, ça va être, il y a un rituel. Donc, je donne des exemples de ce que ont pu nous rapporter les victimes. À chaque fois que c'est papa qui a la garde des enfants, ma fille revient dans un état groggy, pas bien. Pour ne stigmatiser personne, c'est à chaque fois que je confie mon enfant à telle nourrice. C'est à chaque fois que cette aide au domicile s'occupe de papy, papy n'est pas dans un bon état, etc., etc. Il va y avoir les deux. À chaque fois que ma mère me donne la soupe à midi. À chaque fois il va y avoir un rituel Ouais. qui se met en place parce qu'il y a un mode opératoire. Et dans les violences intrafamiliales, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on n'est pas uniquement dans la représentation de la boisson alcoolisée. Des fois, ça peut être la boisson alcoolisée, mais en réalité, ça peut être plein de vecteurs différents. Donc, la soumission chimique, c'est dans le verre, c'est dans l'assiette, ça peut aussi procéder par le leurre, c'est-à-dire que, par exemple, le plus classique hein, qu'on puisse avoir, nous, c'est chérie, j'ai mal à la tête, je ne veux pas avoir de relations sexuelles, très bien, prends un Doliprane. Ça n'est pas un Doliprane. La personne prend directement le comprimé. Donc, énormément de modes opératoires qui se mettent en place et il y a une stratégie qui se met en place. Et là, les victimes, c'est elles, hein, nos yeux et nos oreilles, c'est elles qui nous disent ce qui est étrange, c'est que c'est à chaque fois que. Donc, il faut souvent penser au rituel. Évidemment, on consulte son médecin. Et quand on consulte son médecin, c'est une fois qu'il a éliminé toutes les autres Ouais. pistes possibles, puisqu'il n'y a pas de signe spécifique. Il faut d'abord écarter les autres pistes diagnostiques. Mais si, en écartant toutes ces pistes diagnostiques, il y a quand même un problème, on perd du poids, on va pas bien, on perd ses cheveux, on va pas, on est tout le temps groggy, on a du mal, on s'arrête en voiture parce qu'on va On est pas bien, apathie. etc. Voilà, on se dégrade. On a une dégradation de son état général de manière inexpliquée. Dans ce cas-là, il faut Ça, quand ouais. même envisager qu'il puisse y avoir une administration de substances. Et en général, ce qui la signe, ça va être ce fameux rituel que les victimes vont vite identifier. Bah, c'est super, merci beaucoup Leïla. Moi, je suis très contente de collaborer avec toi, c'est hyper précieux, toute ton Merci expertise. Caroline pour ce que tu fais aussi pour la cause. Merci beaucoup Leïla. Donc pour conclure, si vous avez un doute, si dans votre entourage, il y a quelqu'un qui se pose des questions, surtout n'hésitez pas à contacter le CRAF. C'est toute une équipe de pharmacologues qui sont là à votre disposition, qui sont là pour vous écouter, pour vous accompagner. Ne restez pas dans le silence, ne restez pas dans le doute, ne restez pas seul et vous pouvez leur faire confiance. C'est vraiment une équipe d'expertes formidables.